C'est lorsque Sam Altman, par exemple, m'a raconté, un petit peu amusé, être né un 22 avril comme Robert Oppenheimer. Il se rend compte en fait de la puissance des découvertes qu'il met au point, notamment avec OpenAI, donc la société que lui qui a dirigé il y a longtemps Y Combinator, l'écurie de start-up YC, aujourd'hui est à la tête d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui sort régulièrement des nouveaux modèles. La référence à Robert Oppenheimer est, je trouve, super intéressante. C'est-à-dire que c'est ce scientifique qui, à un moment, lorsqu'il se rend compte du poids de la découverte qu'il a contribué à mettre en œuvre, se dit « mince, on est peut-être allé trop vite ». Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. J'avais envie de te poser cette question plus que sur ton parcours, même si je suis intéressé de savoir un peu d'où tu viens. Mais toi, tu es journaliste spécialisé sur la tech depuis une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as sorti récemment un livre qui s'appelle Pionnier sur l'IA. Et la question que j'avais envie de te poser pour commencer, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de... Alors, tu es toujours journaliste, mais de faire ce travail-là qui est quand même assez différent de celui d'un journaliste, publier un livre. En fait, c'est un double pari d'écrire un livre en ce moment à l'heure de l'accélération technologique, à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout d'abord parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude des bouclages qui durent 1 à 2 jours et puis d'être lus 2 ou 3 jours après. Donc ce sont des bouclages relativement courts. Et lorsqu'on écrit un livre, il faut boucler 2 ou 3 mois à l'avance sur un sujet qui est super chaud. Donc j'avais déjà eu cette tentation, j'ai envie de dire, il y a une quinzaine d'années. J'avais pas été jusqu'au bout parce que je me disais, les techs, ça bouge tellement vite, surtout en ce moment, que ça va être tout de suite obsolète. Et là, le parti pris de ce livre, c'est de s'intéresser aux femmes et aux hommes qui sont derrière la technologie, parce que dont je me suis rendu compte, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que, tout le monde ne pense pas la même chose. Donc ça, c'est assez rafraîchissant. Ça montre qu'on a encore le choix, parce que parfois, ce sont des technologies qui peuvent faire un peu peur. A raison en grande partie, on va revenir dessus parce que c'est impressionnant, ça nous met un peu dans la position de petits lapins face à des phares de voiture dans le noir, donc on se dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et puis l'autre pari avec un livre, c'est de s'intéresser, de s'adresser à des personnes qui, alors qu'elles sont soumises à énormément de sollicitations, de notifications, j'en parle beaucoup dans le dernier chapitre où en fait j'ai envie de me dire je me lâche totalement, je dis véritablement ce que je retire en fait de ces entretiens rencontres, parce que c'est ça qui jalonne le livre, ce sont des rencontres parfois à l'autre bout du monde, parfois dans des situations rocambolesques avec des personnages, des personnalités, des femmes et des hommes hautes en couleur. Eh bien, c'est à l'heure de cette sollicitation, trouver un moment, j'ai envie de dire un petit tunnel d'attention, de calme, de recul, où les lectrices ou les lecteurs peuvent, comme je l'ai fait, se poser beaucoup de questions sur ce qui nous arrive. Quand tu es journaliste, tu fais des interviews, mais tu t'intéresses quand même pas mal au sujet, peut-être les enjeux industriels, technologiques. La langue que tu as pris, je trouve assez intéressant dans ton ouvrage, c'est justement, et tu le disais dans ta présentation, c'est que tu t'intéresses aux femmes et aux hommes qui sont derrière cette révolution technologique. Et je me disais, mais pourquoi en fait tu as fait ce choix-là? Pourquoi ce parti pris? Et peut-être, c'est quoi un peu ta conviction sur ce que peuvent nous apprendre ces femmes et ces hommes, plus que d'observer peut-être des ouvrages qui peuvent être écrits sur la thématique, tu vois, et de faire une analyse peut-être plus historique, ingénieriste. Je pense qu'une technologie n'est pas neutre. En fait, elle repose en grande partie sur la volonté, sur les obsessions, parfois sur les névroses, parfois sur les motivations, la vision des personnes qui la mettent au point, et ça influe. Alors, c'est rassurant parce qu'à l'heure où on dit que de plus en plus les intelligences artificielles vont prendre leur essor, s'émanciper, commencer à faire des films toutes seules, des découvertes scientifiques toutes seules, bâtir un monde où elles se parlent entre elles, eh bien là on voit encore, c'est en tout cas encore le cas aujourd'hui en 2026, ce sont encore les femmes et les hommes
qui les mettent au point. Et donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est intéressant d'aller à la rencontre de ces personnalités pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on les connaît relativement mal. Alors, certaines sont très connues. Je pense par exemple à Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, on en parle quasiment tous les jours, mais d'autres le sont moins. Demis Hassabis, par exemple, qui est une des personnalités à qui je consacre tout un chapitre. Donc, c'est un Européen né à Londres, de famille grecque, chypriote, en partie singapourienne aussi, et qui va créer DeepMind en 2010, racheté en 2014 par Google, et qui petit à petit va mettre au point différents outils avec les co-créateurs de DeepMind, par exemple Shenleg, AlphaGo, qui va battre au milieu des années 2010 un des meilleurs joueurs de Go, Lee Sedol. C'était à Séoul, en Corée. J'ai eu la chance d'assister à ce match qui était assez dingue. Et surtout, si on observe sa vision, si on lui demande véritablement ce qu'il habite, si on comprend son obsession des jeux vidéo, par exemple, son obsession des percées médicales, si on se pose un tout petit peu à côté de lui, comme j'ai pu le faire, où on était juste à côté justement du coup 37 qui a surpris l'homme au jeu de Go, on arrive mieux à comprendre là où il veut nous emmener. Alors, il se trouve qu'il a eu depuis en 2024 le prix Nobel de chimie pour sa co-découverte d'AlphaFold. Donc c'est un système de modélisation du repliement des protéines qui a des applications très intéressantes en chimie, en agriculture, en médecine. Mais en fait, ce n'est que le début. Il est encore relativement jeune. Il est obsédé par le fait d'aller vers cette intelligence artificielle générale, ce qui peut... Ce stade un peu encore hypothétique, à partir duquel la machine sera égale ou supérieure à l'homme dans la totalité de ses fonctions cognitives, ça peut faire peur, mais on a envie de lui demander mais pourquoi il faut véritablement donner toute cette attention, tous ces millions, milliards de dollars, toute cette puissance de calcul à la machine? Est-ce qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'êtres humains, faire davantage nous-mêmes? Et comment garder le contrôle de cette machine? En fait, je pense que ce sont des questions essentielles. Et puis, il y a énormément d'autres personnalités moins connues. Pelonomi Moula, par exemple, que j'ai rencontré à l'occasion d'une des conférences, une de celles que je préfère, les conférences en Afrique. J'irai dans quelques semaines à Lagos, au Nigeria. J'ai pu aller à Dakar, à Kigali, où toute la communauté scientifique africaine se retrouve. Donc Pelonomi Moula, je trouve qu'elle mérite véritablement d'être connue. Elle invente une intelligence artificielle complètement différente, moins consommatrice d'énergie, plus au service des personnes qui vont être utilisatrices. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des personnes qui sont touchées par les catastrophes climatiques. Et elle veut le faire de manière totalement ouverte, c'est-à-dire publication ouverte. Là, on voit que l'IA redevient, ou en tout cas reste au service de l'homme. Donc, je pense que comprendre ces personnes, leur demander où elles veulent aller, à chaque fois, je leur ai posé 3 questions pour schématiser. À quoi ressemble le monde dans 10 ans? Avec quelle personne du passé ou du présent vous aimeriez déjeuner, dîner, refaire le monde, boire des verres jusqu'au bout de la nuit? Surtout, que faut-il apprendre aujourd'hui? Je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup au fur et à mesure qu'on voit que l'intelligence artificielle faire des progrès, même si c'est souvent du stop and go, c'est-à-dire qu'il y a des accélérations, puis après on se dit « Ah bah c'est pas si énorme que ça », et puis après ça revient avec une autre technologie. On se dit mais quelle reste la place de la femme et de l'homme dans cette révolution, et que faut-il apprendre aujourd'hui lorsqu'on a 50, 20 ans, 70 ans, que faut-il apprendre à nos enfants? Tout ça, je pense que ce sont des questions essentielles, et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, et j'ai essayé de dévoiler, de retranscrire leur témoignage brut de décoffrage. Avant de revenir sur ces questions que tu poses, parce que je trouve que ça en dit aussi pas mal sur toi, les questions que tu te poses et le puzzle que tu essaies d'assembler. Tu vois, si on regarde les technologies, par exemple, ou l'évolution technologique, on se dit que c'est souvent intéressant. Enfin, en règle générale, c'est toujours bien de regarder ce qui s'est fait dans l'histoire pour essayer de comprendre ce qui peut advenir. Là, tu as fait un petit peu la même chose en essayant d'aller voir les personnes qui façonnent l'IA, d'aller creuser dans leur passé. Enfin, tu vois, tu parlais de Demis Hassabis. Je pense que lui, j'ai vu des choses où il raconte son enfance et que c'est quelque chose qu'il questionne depuis toujours. Donc, c'est toujours intéressant de revenir à ça parce que ça donne une coloration et ça permet de comprendre pourquoi il est cette personne aujourd'hui et puis ce qu'il questionne. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué, secoué peut-être et qu'on ne voit pas forcément en regardant de l'extérieur, tu vois, dans ces conversations ou ces échanges avec ces personnes-là? Ce qui me fascine, me bouscule, m'interpelle, parfois me fait peur, c'est à chaque fois de leur demander est-ce qu'ils sont conscients du pouvoir qu'ils ont ou qu'ils pourront un jour avoir sur nos vies, qu'on le veuille ou qu'on le regrette. Souvent, ces personnalités, je parle aussi par exemple de Meredith Whittaker qui préside l'application Signal, une américaine extrêmement cultivée, qui a étudié Foucault à Berkeley, très très intéressante. Eh bien, elles ont plus de pouvoir
encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on le regrette, que, j'ai envie de dire, Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, c'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on n'a pas élues, qui opèrent dans le monde entier et qui, bien souvent, vont prendre des décisions qui vont jouer sur notre pouvoir d'achat, sur le fait est-ce qu'on aura un boulot ou pas à l'avenir. On parle beaucoup en ce moment d'un revenu universel qui pourrait être, j'ai envie de dire de manière un peu cruelle, un lot de consolation pour toutes les personnes qui vont perdre leur emploi. Est-ce qu'il faut aller vers ça? Est-ce qu'il faut taxer les robots au fur et à mesure que les robots humanoïdes vont gagner en dextérité, en habileté et vont pouvoir remplacer des tâches, enfin en tout cas opérer des tâches qui étaient jusqu'ici opérées par des humains. Tout ça, ce sont des questions, je trouve, extrêmement politiques au sens noble du terme, qui jouent sur la manière avec laquelle on va faire société plus tard, et je pense que c'est assez essentiel. Mais pour revenir à ta question, c'est lorsque Sam Altman, par exemple, m'a raconté, un petit peu amusé, être né un 22 avril comme Robert Oppenheimer, il se rend compte en fait de la puissance des découvertes qu'il met au point, notamment avec OpenAI, donc la société que lui qui a dirigé il y a longtemps Y Combinator, l'écurie de start-up YC, aujourd'hui est à la tête d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui sort régulièrement des nouveaux modèles. Et la référence à Robert Oppenheimer est, je trouve, super intéressante. C'est-à-dire que c'est ce scientifique qui, à un moment, lorsqu'il se rend compte du poids de la découverte qu'il a contribué à mettre en œuvre, se dit « mince, on est peut-être allé trop vite ». Il y a une autre personnalité que je trouve absolument géniale, très intéressant, et surtout, je trouve que son parcours et surtout les interrogations qu'il a eues peuvent nous interroger, nous inspirer. En fait, il s'agit en fait de Norbert Wiener, qui est considéré en fait comme un des pères de la cybernétique. Et d'ailleurs, son rôle est assez intéressant si on revient à l'histoire de l'intelligence artificielle, parce que c'est en s'opposant en partie à la cybernétique, eh bien que John McCarthy, on est au milieu des années 1950, à la conférence de Dartmouth, va créer, populariser l'expression d'intelligence artificielle. Alors là aussi, il s'agit pour John McCarthy de lever des fonds, mais c'était aussi pour marquer sa différence face au parcours assez impressionnant de Norbert Wiener. Et Norbert Wiener, pour faire très court, il avait un père très exigeant. Il obtient un doctorat en mathématiques alors qu'il est à peine majeur, ce qui est quand même pas neutre. Il va donc travailler sur cette cybernétique. Il va être chercheur au MIT. Et puis, lorsqu'il va voir certaines applications de la technologie, il va publier un article absolument fondamental dans The Atlantic Monthly dont le titre est « Un scientifique se rebelle » parce qu'il s'interroge sur l'utilisation qui peut être faite d'une partie des travaux qu'il a lui-même réalisés, et il ne veut surtout pas que ces travaux soient utilisés par l'armée pour faciliter la guerre, pour tuer des personnes. Et je trouve que cette interrogation, la publication de cet article début 1947, est d'une extrême actualité. Et c'est pour ça que je me dis que son parcours, à la fois, j'ai envie de dire, de génial scientifique, mais aussi d'apprenti sorcier, et les questions qu'il se pose peuvent être très inspirantes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'arrêtera pas l'intelligence artificielle. Il y a eu différentes tentatives qui ont été initiées, par exemple, par des think tanks comme The Future of Life. On voit bien que la majeure partie des gens, en tout cas suffisamment de businessmen, d'inventeurs, certains étaient très sincères, mais une partie d'entre eux étaient cyniques. Ça a continué parce que tout le monde a peur d'être dépassé. Donc on voit bien qu'on aura du mal à arrêter l'intelligence artificielle, les progrès qui parfois sont sous forme de stop and go, c'est-à-dire d'accélération, décélération. Mais ce qui est très, très important, c'est de se poser des bonnes questions. En tout cas, de se poser la question que se posait Norbert Wiener en 1947. Bien sûr, se la poser sur plein de domaines différents, mais je trouve que ça reste d'une actualité extrêmement intéressante. En parlant de questions, justement, tu en as parlé tout à l'heure, tu disais qu'à chaque fois que tu as rencontré ces personnalités-là, tu avais 3 questions que tu leur posais. Donc, quelle personne du passé ou du présent vous aimeriez rencontrer? Dans quel monde voulez-vous nous emmener dans 10 ans? Et qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants? Tu as choisi ces 3 questions pas par hasard, j'imagine. C'est quoi in fine, toi, le puzzle que tu essaies de reconstituer, ou les questions que tu avais en tête, tu dis à quelles questions tu cherchais à répondre à travers ces questions-là? En fait, c'est des questions que je me pose en tant que citoyen, tout simplement. C'est des questions que j'aimerais bien, si une autre personne faisait mon job, poserait en tant que lecteur. C'est ce que j'aimerais lire. Et encore une fois, ce sont des personnalités. Je parlais tout à l'heure de Meredith Whittaker, donc
la présidente de l'application Signal, qui a étudié Foucault à Berkeley, qui est une personne extrêmement courageuse, qui a de la suite dans les idées, qui se rend compte de la responsabilité qui lui incombe en dirigeant une application qui peut être utilisée, une messagerie dans des situations critiques. Je pense que souvent les bâtisseurs de technologie aujourd'hui, parfois se comportent très mal, parfois sont des apprentis sorciers, mais ont un rôle politique au sens, j'ai envie de dire, noble du terme, dans le sens où leurs décisions vont influer sur notre vie. La possibilité pour nous d'avoir un métier plus tard, de savoir comment vont être redistribuées les richesses, de savoir quelles vont être les priorités données. Est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que les peuples se rapprochent, on va jouer sur les divisions. Bref, leur responsabilité est immense et je pense que c'est important de leur poser tout simplement la question vers où vous voulez nous emmener et qu'ils nous répondent parce que s'ils ne nous répondent pas, s'ils deviennent complètement inaccessibles, s'ils commencent à aller dans des bunkers et considèrent que ce n'est pas de leur responsabilité de répondre aux citoyens qui utilisent leur technologie, là je pense qu'on a loupé quelque chose et que ça peut être très dangereux pour le futur de l'humanité. Par rapport à ça, alors je pense notamment à toutes les personnes américaines que tu as rencontrées, mais c'est quand même très très loin de notre culture européenne, tu vois, où l'organisation politique, elle est beaucoup plus liée à la sphère publique. Là où aux États-Unis, on le voit avec des Elon Musk et toutes ces personnalités-là qui ont un impact quand même fou sur la société, plus que beaucoup de politiques ou de chefs d'État. Est-ce que, tu vois, dans les échanges que tu as eu avec eux, alors, est-ce qu'ils en sont vraiment conscients de cet impact qu'ils ont? Et deux, je sais pas, toi, le regard que tu portes là-dessus, mais je vois, alors je sais plus si c'est dans ton livre, mais si, Alex Karp, le patron un des cofondateurs de Palantir, tu vois, qui a une vision politique très, alors, on en pense qu'on veut, mais qui est quand même très orientée, très, 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 voilà, pas particulière. Et en même temps, ce qui est paradoxal ou ce qui peut être inquiétant, c'est qu'il a, d'une certaine façon, les moyens de ses ambitions, ce qui n'était peut-être pas le cas ou moins le cas avant. Ce qui est très intéressant, en tout cas dans les portraits, les rencontres que j'ai eu la chance de faire et les portraits, les personnalités à qui j'ai consacré un chapitre, c'est qu'elles ont toute une lecture du monde et c'est une lecture qui souvent diffère. Si tu regardes la lecture du monde de Reid Hoffman, qui est docteur en philosophie, formé à Oxford, ça c'est pas neutre, qui décide de participer à des think tanks, par exemple de Human Technology Foundation, qui a été co-créé par le dominicain Eric Salobir, qui se retrouve souvent avec d'autres tycoons, inventeurs de la technologie au Vatican pour réfléchir à l'impact des nouvelles technologies sur nos vies et que j'ai eu la chance de rencontrer à Notre-Dame ou encore au Collège des Bernardins à Paris. Il a un point de vue totalement différent, j'ai envie de dire, que une personnalité comme Dario Amodei, donc qui est le co-créateur d'Anthropic, la maison mère de Claude, le concurrent de ChatGPT ou encore de Perplexity. Dario Amodei, il est davantage avec sa sœur marqué par un courant qui est de plus en plus puissant, qui est peut-être pas encore assez connu en Europe, mais ça le devient, qui est le courant de l'altruisme efficace, qui mérite là aussi qu'on s'y arrête parce que c'est aussi une vision du monde et c'est une vision encore différente que celle de Meredith Whittaker dont on parlait, qui a en horreur la domination que peuvent exercer les organisations sur leurs employés ou aussi le système d'extrême surveillance qui a été très bien détaillé, documenté par Shoshana Zuboff par exemple, ou encore d'un Alex Karp qui a étudié la sociologie, qui a été marqué par l'école de Francfort, par Jürgen Habermas. Et donc là, on voit bien 4 visions totalement différentes de la vie, de la société dans laquelle on est, de la société dans laquelle ils veulent nous emmener. Donc je pense que ça mérite des explications, ça mérite aussi que ces personnes rendent des comptes, mais il y a aussi des différences qui s'établissent dans le temps. C'est-à-dire que si on voit la vision de la société d'Alex Karp à ses débuts, ce que je détaille dans le livre avec une rencontre que j'ai pu avoir eu avec lui à Toulouse lorsqu'il venait notamment pour rencontrer des responsables d'Airbus et où là il a partagé son amour des auteurs français de bande dessinée, le fait qu'il apprenait la langue française, le fait que pendant longtemps c'était un peu la branche gauche de Palantir. Il disait moi mes parents se sont
typiquement des hippies. Ma mère est afro-américaine, j'ai grandi dans la contre-culture et j'étais un peu le mec de gauche. Lorsque je parlais avec Peter Thiel, l'autre co-créateur de Palantir, Peter Thiel était plutôt la vision de droite et nous deux on était en total désaccord. Et si vous regardez le cheminement d'Alex Karp au fur et à mesure des années, qu'on a vu notamment à travers la publication de son livre The Technological Republic, qui n'a toujours pas été traduit en français, mais que on a observé, on a vu en filigrane à travers la publication du manifeste de Palantir, on voit un cheminement chez Alex Karp. C'est-à-dire que le Alex Karp actuel n'a pas la même vision du monde que le Alex Karp des débuts. Aujourd'hui, dans son ouvrage, il appelle véritablement la Silicon Valley à délaisser les applications civiles des technologies. Il fait des appels du pied à des sociétés comme Google en leur disant « vous devriez aller vers l'armée, la militarisation, parce qu'il faut défendre notre vision du monde, notre civilisation. » Et en même temps, c'est les contrats qui peuvent être passés avec l'armée par ces sociétés de technologie, eh bien, ça crée beaucoup de remous en interne. Ça a été justement une des raisons pour laquelle Meredith Whittaker, dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui est chez Signal, mais à l'époque était chez Google, ne voulait surtout pas que des sociétés de technologie aillent vers des applications militaires. Et on en revient à la prise de position de Norbert Wiener à travers cet article de 1947 dans The Atlantic Monthly. Un scientifique se rebelle. Norbert Wiener, ce génie des mathématiques, encore une fois docteur à l'âge de 17 ans, qui a publié aussi, qui a fait beaucoup de recherches, ne voulait absolument pas que le fruit de ses recherches soit utilisé par l'armée. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant de les suivre, de les challenger, de leur demander d'ouvrir le coffre, de leur demander de publier leurs recherches. Ça, c'est aussi un schisme. En tout cas, c'est l'objet d'un débat entre les scientifiques. Une personnalité, par exemple, que je trouve intéressante, comme Yann Lequin, qui a longtemps dirigé la recherche en intelligence artificielle chez Meta. Lorsqu'il était chez Meta, il y avait des débats très importants en interne. Si vous regardez les projets qui ont été abandonnés depuis The Building 8, qui était un laboratoire ultra secret à l'intérieur du siège de Meta, qui s'appelait encore à l'époque Facebook. Personne n'avait le droit d'y aller. Regina Degan, donc l'ancienne cadre de la DARPA, qui avait été recrutée à l'époque et qui travaillait entre autres sur la communication de cerveau à cerveau, tout ça, c'était fait dans le plus grand secret. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de publication scientifique, on ne pouvait pas les challenger en tant que journaliste. Et ça, je ne trouve pas ça normal. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le poids de la technologie qui, pour certaines applications, peuvent être absolument géniales dans la recherche contre le cancer, par exemple, dans la mise au point certaines fois de nouveaux matériaux, des matériaux moins polluants, la prévision de catastrophes climatiques. Donc cette technologie qui est capable du bien ou de choses absolument géniales pour l'homme peut aussi être à l'origine d'une appréhension complètement faussée de la réalité, le non-respect des droits d'auteur, le fait de nous pousser vers l'apocalypse cognitive, c'est-à-dire de réfléchir à notre place. Bref, ça peut aussi faire d'immenses dégâts. Et je pense que la moindre des choses de la part des scientifiques, des entrepreneurs qui travaillent sur ces technologies, c'est d'être le plus ouvert possible, de nous montrer au maximum où ils voulaient aller. Et donc, Yann Lequin, lorsqu'il était chez Meta, lui, il avait toujours ce côté universitaire. Il est toujours d'ailleurs, même s'il a lancé depuis sa start-up Ami Labs à Paris, qui bosse sur une représentation du monde. On reviendra peut-être après sur une des futures versions de l'intelligence artificielle, eh bien, il a toujours eu à cœur que les recherches soient publiées. Et je trouve ça véritablement important. C'est la moindre des choses que l'on doit aux citoyens. Et je pense qu'il faut véritablement qu'ils ouvrent encore plus le capot. Par rapport à ce que tu décris, le travail que tu as fait d'aller questionner toutes ces personnes-là, et alors j'imagine que toi, tu as des convictions personnelles et peut-être que tu as rencontré des gens qui ne les partageaient pas, mais d'aller les questionner, les mettre face éventuellement à leurs contradictions pour essayer d'ouvrir un petit peu le capot. Tu vois, si je fais le parallèle, moi, avec le podcast que j'ai lancé, je me dis, je vais essayer de rencontrer des gens, des chercheurs, des entrepreneurs qui pensent de façon différente, mais qui apportent un regard, parce que l'enjeu de l'IA, c'est un enjeu systémique et tu as besoin de croiser les regards. Pour autant, on voit ça aux États-Unis, mais en France, on a quand même tendance à, je trouve, essentialiser les gens, à être d'un côté ou de l'autre. Et donc,
là où on aurait besoin de se parler, de faire le travail que tu fais, on a tendance à être chacun convaincu d'avoir raison et donc on se parle de moins en moins. Comment tu vois le travail que toi tu fais, il peut être fait plus largement au niveau de la société et tu vois, moi j'entendais sur le Grand Continent par exemple qui publie plein de documents sans parfois trop les remettre en perspective et donc ça peut passer pour on donne un blanc-seing à quelque chose. Tu vois comment on peut faire ce travail à la fois d'aller faire se parler des gens qui se parlent pas forcément sans pour autant se dire on fait de la pub gratuite, tu vois, à des choses qui peuvent être parfois un peu loufoques. Oui, tu as totalement raison. Je pense que ce qui est très important, je pense aujourd'hui, pour éviter d'arriver à la situation que je décrivais au tout début, c'est-à-dire d'être dans la situation des petits lapins dans le noir, effrayés par des phares de voiture et d'être complètement prostrés, de se dire la révolution est en cours, la Chine et les États-Unis déploient des millions, des milliards de dollars. Nous, on n'y arrivera pas, on ne va être que des spectateurs. Bref, d'être un peu pris dans ce que le paléontologue Pascal Pic décrit comme le syndrome de la planète des singes, c'est-à-dire que face à ce qu'on considère comme une technologie plus puissante que nous, on arrête de prendre des initiatives, on arrête d'être libre, tout simplement. Il est nécessaire de s'intéresser à cette technologie. Et il est nécessaire de demander aux artisans de cette technologie de nous montrer, de nous présenter, de nous faire choisir le futur qu'ils sont en train de bâtir. Et puis, lorsqu'on le peut, je pense que tu as totalement raison, il faut faire des débats entre eux. Alors, on a fait un débat un peu surréaliste avec ma consoeur Héloïse Ponce. On a organisé un débat qu'on peut critiquer parce que l'un est chercheur en intelligence artificielle et universitaire, l'autre est historien. Je trouve que c'était très intéressant d'avoir un débat, une discussion entre Yuval Harari, qui considère que l'IA, en tout cas générative, signe la mort de la démocratie, et Yann Lequin, qui voit dans cette même intelligence artificielle un nouvel âge des Lumières, une nouvelle société où la connaissance sera totalement abondante, la possibilité de travailler avec des personnes ou des agents intelligents qui sont beaucoup plus intelligentes que soi, et avoir cette discussion qui s'est passée de manière extrêmement poli, posé, mais ce qui était super, c'est que les deux, lorsqu'on leur a proposé de se parler, ils disaient « Ah, ça tombe bien, je ne lui ai jamais parlé ». Eh bien, je trouve que ça, c'est super intéressant. Alors, les débats, ça ne marche pas toujours. C'est toujours mieux lorsqu'il y a des avis qui, justement, ne sont pas les mêmes. Mais en l'occurrence, je trouve que c'était intéressant. On devrait pouvoir le faire davantage. Ce qui peut être regrettable, tu vois, pour te parler très franchement, c'est qu'au fur et à mesure que certains des tycoons de la technologie gagnent en puissance, ils deviennent de plus en plus inabordables et que certains critiquent ouvertement ce qu'ils appellent les legacy médias. Alors, je sais bien que les médias, on a beaucoup de défauts, mais je pense que c'est important qu'il continue à y avoir ce genre de discussion. Et je te remercie de me laisser la parole aujourd'hui. Et je pense aussi que la démocratie, bien sûr qu'elle a énormément de défauts, mais moi je préfère de loin vivre dans une démocratie, la défendre malgré toutes les attaques, que de céder à un espèce de pouvoir complètement technologique dont on ne sait pas où il va nous emmener. Pour prolonger cette interrogation, ou ce que tu dis là, tu vois, tu donnes l'image du lapin qui est dans les phares et qui ne sait plus trop. J'ai l'impression, en tout cas dans le discours en Europe, alors modulo certains acteurs, mais on est un peu là-dedans entre les Américains, la course à l'AGI, les Chinois. Et je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus. Moi, je le vois un peu comme une bataille un peu de narratif où on te raconte qu'il faut absolument aller sur la course au plus gros data center parce que sinon on va rater le train de la technologie et que les 2 prochaines années vont décider le futur de l'humanité globalement. On peut être d'accord ou pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est un truc qu'on nous vend et qui fait que tu parlais de continuer à réfléchir. En Europe, en tout cas, on se pose plus la question de « Ok, mais est-ce que déjà on a envie de jouer cette course ou pas? Est-ce qu'on a les armes pour la gagner ou pas? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre course à jouer? On a d'autres valeurs, on a d'autres compétences et tu vois le rôle des discours et des narratifs là-dedans. Tu as très 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 bien résumé le débat, la tendance. C'est aussi, alors, mais ça aurait mérité tout un livre, hein, je pense. Je consacre dans Pionnier tout un chapitre aux Françaises et aux Français qui ont décidé de quitter les big tech, chinoises ou américaines, pour lancer des aventures en Europe. Alors effectivement avec moins de moyens, certains ont divisé leur salaire par 10, par 20, par 100, mais parce qu'effectivement elles voulaient se battre pour des valeurs. Elles voulaient créer, participer à la création de richesses ici sur le vieux continent. Et donc
pour nous défendre aussi. Certains pensent que c'est très important qu'on garde notre souveraineté, notre liberté. Je trouve que d'une certaine manière, ce sont des héroïnes, des héros du quotidien qui doivent être davantage mis en avant. Et puis, effectivement, il n'y a pas de fatalité. À chaque fois que je vais aux fameuses conférences Indaba, auxquelles j'ai pu me rendre à Dakar, Kigali, Tunis et dans quelques semaines à Lagos, j'en reviens avec une extraordinaire énergie. C'est-à-dire que on voit bien qu'on n'a pas besoin d'aller vers des IA qui consomment de plus en plus, avec tous les dégâts qu'on connaît, d'énergie, qu'on peut mettre davantage en avant la diversité culturelle. Une des spécificités de l'Afrique, c'est effectivement d'être une terre de drones parce que c'est un territoire gigantesque, mais c'est aussi un territoire de langues, plus de 2000 langues, 7000 dialectes. Le pari de certaines entreprises comme les Lapa AI, c'est de mettre en avant la diversité de ces langues et puis surtout de garder l'intelligence artificielle à la place à laquelle elle devrait être, c'est-à-dire ne pas être une religion en tant que telle, mais d'être un outil pour la femme et l'homme. J'ai un peu peur, beaucoup de mal avec ce que tu décrivais avant, à raison Clément, c'est cette course en avant pour aller vers ce qu'on appelle les AGI, cette intelligence artificielle générale qui devient une fin en soi et cette course, elle peut nous amener à faire absolument n'importe quoi. Moi, je suis extrêmement inquiet lorsque je vois la démarche de certaines entreprises comme Neuralink qui veulent nous pousser, en tout cas nous donner la possibilité, mais on se demande si on aura toujours le choix de nous greffer de manière invasive, ça c'est très important, une puce dans le cerveau. Alors au départ, on nous explique que c'est à des fins thérapeutiques, ça va aider à raison des personnes atteintes d'Alzheimer, de Parkinson. D'ailleurs, il y a des projets européens très intéressants, comme le projet du CEA qui travaille avec le PFL en Suisse, à Lausanne, l'école polytechnique fédérale, et qui a permis à certains tétraplégiques de pouvoir marcher, remarcher. Tout ça, c'est absolument génial, mais en même temps, le but même de Neuralink, il n'est pas très clair. C'est-à-dire que d'un côté, on met en avant des avantages thérapeutiques et de l'autre, on vous explique bien que à l'heure de l'intelligence artificielle générale, c'est pour ça que je pense que c'est un véritable danger de considérer la course en avant de l'IA comme une fin en soi, à l'heure de l'intelligence artificielle générale, il sera nécessaire d'augmenter les humains. Et ça sera à travers cette puce Neuralink, qui, au passage, publie très peu de papiers scientifiques. On revient à la nécessité d'ouverture à laquelle je parlais tout à l'heure. On pourrait se dire, oh, ça verra jamais le jour, etc. On a le temps. Non. Il faut s'en préoccuper. Il y a une personnalité comme Alex Wang qui a remplacé Yann Lequin à la tête de l'IA chez Meta, qui a une trentaine d'années, un peu moins même, je crois, et qui a décidé de ne pas avoir d'enfants tant qu'il ne serait pas possible de leur greffer une puce dans le cerveau. Et c'est-à-dire que là, je pense qu'on a de la part d'une personne qui a plutôt bien réussi dans la vie, qui est plutôt intelligente, un délire absolument gigantesque. Une des personnalités que j'ai interviewées et que je cite à la fin du livre, qui pourtant aime beaucoup l'économie de marché, qui s'appelle Mark Benioff, qui a co-créé Salesforce, il dit « Qu'est-ce qui va être est-ce qu'à l'avenir, j'aurai le choix de pouvoir refuser une personne qui n'a pas de puce Neuralink, alors que je sais que ça me privera de capacité de calcul, de capacité de mémoire ?» C'est-à-dire que on arrive dans un monde où l'augmentation sera peut-être imposée. Et si on voit les travaux très intéressants de l'UNESCO sur les neurodroits, parce qu'une disposition que le Chili a réfléchi à faire entrer dans sa constitution, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les femmes et les hommes du monde entier de pouvoir garder l'intégrité de notre cerveau, de pouvoir dire non, tout simplement, de manière très claire, Clément, au fait de se faire intégrer une puce. Je pense que ça va devenir un vrai débat du futur. C'est pas pour se faire peur, mais il y a des projets très importants, des gens qui, pour l'instant, en tout cas j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, ont toute leur tête, réfléchissent à la nécessité de nous faire greffer une puce dans le cerveau pour avoir une capacité de calcul, j'ai envie de dire de manière très simple, capable de rivaliser avec l'intelligence artificielle. En réalité, si on ne s'empare pas de ces sujets, pour parler de manière très clairement, ces sujets s'empareront de nous. Et effectivement, tu as raison, l'Europe, pour énormément de raisons, l'Afrique dont on a parlé. Et puis aussi, c'est ça aussi, je pense, qui fait un peu, j'espère, en tout cas la complexité ou la subtilité de ce livre,
aux États-Unis, en Chine, tout le monde ne pense pas la même chose. Il y a certaines voix discordantes. Je pense que c'est important qu'il y ait ces débats aujourd'hui pour pas qu'une poignée de tycoons décide pour nous. En Europe, il y a une voix aussi que je trouve très intéressante, que je cite plusieurs fois dans le livre. C'est un autre prix Nobel, c'est Alain Aspect. Donc, prix Nobel de physique 2022, il a joué un rôle extrêmement clé dans l'explication de l'intrication quantique. Et il rappelle très souvent que si on n'avait pas eu les scientifiques européens des années 30, qu'on observe dans les photos du congrès de Solvay, par exemple, notamment celle de 1929, on voit à la fois Marie Curie, Albert Einstein, Paul Dirac, Auguste Piccard, la personnalité assez haute en couleur qui a inspiré le professeur Tournesol. Si on n'avait pas eu les rassemblements de scientifiques européens des années 30, ce foisonnement intellectuel, encore une fois, qui se retrouvait bien souvent en Belgique, à Solvay, ces échanges, cette science ouverte, c'est la science dans ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire que c'est une science internationale, donc qui rapproche les peuples quelque part, ouverte, on avance ensemble. S'il n'y avait pas eu cette science, on n'aurait pas eu les circuits imprimés, les microprocesseurs, on n'aurait pas eu Steve Jobs, Bill Gates. Tout ça pour dire que l'Europe, avec l'excellence scientifique qu'elle a toujours, elle a encore son mot à dire. Il faut arrêter de se flageller, de ne pas avoir confiance en nous. On a des valeurs et je pense que cette foi en la science, dont on voit bien qu'elle est menacée dans le monde entier, elle doit rester essentielle. Mais une science ouverte, que tout le monde partage, dont tout le monde peut s'emparer. Il y a une des questions que tu poses à ces personnes qui est qu'est-ce qu'il faut apprendre à ces enfants. Toi, tu as des enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. Ouais, c'est 2 filles, 16 et 18 ans. Et justement, qu'est-ce que tu leur racontes? Comment tu les accompagnes dans l'appropriation de ces technologies-là, dans les questionnements? Tu vois, c'est quoi les trucs qui te semblent fondamentaux de leur transmettre en te disant, comme ça leur permettra à elles de faire des choix un peu plus éclairés, puisque c'est des jeunes adultes, tu vois, elles arrivent dans le monde. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas du tout si je suis un bon père. Ça c'est la difficulté des parents, c'est de toujours se demander est-ce que j'ai bien fait, bien pris cette décision, est-ce que je fais bien d'orienter vers cette décision. Mais ce qui est sûr, c'est que les réflexions que j'ai pu avoir à travers ces témoignages sont super intéressantes. J'ai eu notamment une discussion avec une personnalité que j'aime beaucoup, que j'ai pu revoir il y a quelques semaines, qui s'appelle Laila Ibrahim. Donc, elle a longtemps été directrice opérationnelle de DeepMind, donc basée à Londres. Aujourd'hui, elle a un rôle un peu différent parce qu'elle doit travailler sur la mission de DeepMind à l'avenir, donc à la fois à l'origine d'AlphaGo et d'AlphaFold, dont on a parlé tout à l'heure. Et elle a elle-même deux filles. Et elle m'a dit, j'ai une fille qui est dyslexique et une qui n'a pas confiance en elle en mathématiques. Mais je lui disais, mais comment vous faites pour ne pas leur interdire d'utiliser l'intelligence artificielle sans que ça détruise tout simplement leur cerveau, sans que ça les empêche de réfléchir par elles-mêmes? Et en fait, elle a créé un petit programme qui, lorsque celle qui a des difficultés en mathématiques a du mal à résoudre un problème, pointe vers la partie du cours qu'elle doit savoir. Et si ça ne suffit pas, va pointer vers un problème comparable et dont on explique de manière très méthodique la solution, ce qui doit permettre de résoudre le problème. Et si ça ne suffit toujours pas, d'aller vers un problème quasiment identique, c'est-à-dire de toujours pousser l'étudiante ou l'étudiant, que nous sommes tous, on peut être étudiant à 70 ans, à 90 ans, essayer bien sûr d'apprendre un cours et puis de réfléchir dans l'application plutôt que d'avoir la solution toute faite. Et je trouve ça super impressionnant. J'ai eu toute une réflexion aussi autour des langues étrangères. On parlait un tout petit peu d'Elon Musk tout à l'heure, qui bien sûr est un ingénieur brillant, a énormément de points de vue, mais qui, par certains choix qu'il fait, certaines déclarations surtout, est totalement inquiétant. Il a créé une école pour ses enfants, parce que voilà, il en a un peu plus d'une dizaine. Il n'était pas content des écoles publiques et privées américaines, donc il a créé une école qu'il a baptisée au départ Ad Astra, au départ sur le campus de SpaceX, et puis ensuite ces écoles ont un peu essaimé, en partie en Californie, en partie au Texas. Et dans ces écoles,
on apprend la débrouillardise, le travail à plusieurs, ce qui est absolument clé, fondamental, génial, je pense. Mais on n'y apprend pas les langues étrangères. Et c'est un choix des créateurs de cette école, en accord avec Elon Musk, c'est de dire, avec les lunettes de réalité, certaines lunettes, celles que j'ai pu tester il y a quelques semaines, permettent la traduction instantanée. On a ça aussi dans certains écouteurs. Et à partir du moment où l'IA va vous permettre de vous donner de manière instantanée sur les tout derniers outils technologiques la traduction en temps réel de ce que dit votre interlocutrice ou votre interlocuteur, vous n'avez plus besoin d'apprendre de langue. Ça, moi, je trouve que c'est une erreur assez folle parce que bien sûr que ça peut aider dans des cas très précis si vous êtes envoyé pour des raisons professionnelles à l'autre bout du monde et ça peut vous permettre tout simplement de vous faciliter énormément la vie, de vous permettre de vous échapper de situations totalement inconfortables. Mais une langue, on sait très bien, Clément, que c'est autre chose que des mots, des phrases. C'est une culture, c'est une manière de voir le monde, c'est une autre manière de penser, j'ai envie de dire. Et tant qu'on pourra apprendre des langues, et le plus on pourra en apprendre, je pense que plus riche on sera, tout simplement. Donc, continuer à réfléchir sur des problèmes mathématiques, continuer à apprendre des langues. Voilà, je pense que c'est deux combats importants. Et on voit bien là aussi qu'il n'y a pas totalement la même vision des choses. Il y a un autre débat sur l'éducation, peut-être pour terminer cette réponse, Clément, c'est sur faut-il continuer à apprendre le code informatique alors que des outils comme Claude Code, par exemple, font des prouesses dans la programmation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu poser la même question. Est-ce que moi, en tant que père de famille, je dois continuer à sensibiliser, donner des notions de code comme j'avais pu le faire sur le logiciel Scratch qui est ouvert à tous du MIT. Et là, j'ai eu deux personnalités. J'ai posé cette question donc à Jensen Huang, le créateur et toujours le boss de NVIDIA, et Dario Amodei, le co-créateur aussi de Anthropic, donc la maison mère de Claude. Et Jensen Huang, ils ont eu une réponse totalement opposée. Jensen Huang m'a dit, ça sert plus à rien d'apprendre le code informatique. Les machines raisonnent, il m'a vraiment dit reasoning, et c'est de la perte de temps. Et Dario Amodei, alors même qu'il a contribué à mettre au point des outils les plus élaborés de programmation, enfin qui sont vraiment dans le top de la programmation, me dit, si, c'est très important. Il faut continuer à pouvoir ouvrir le capot, voir où on nous emmène, avoir l'intuition de demander que telle partie du code soit corrigée. Voilà, donc je pense, et bon, là je suis encore sur ce point très précis sur le fait que c'est ma conviction qui peut changer, mais pour l'instant, elle est qu'il faut continuer à apprendre le code informatique. Donc on voit bien là aussi qu'il n'y a pas d'unanimité et que les choix humains qui sont faits aujourd'hui, elles auront beaucoup d'implications pour les générations à venir. Et c'est ce qui m'a poussé à rassembler ces témoignages et à poser toutes ces questions. Je trouvais intéressant l'exemple que tu donnais sur ce qu'il faut apprendre ou pas les langues et le fait que dans les écoles portées par Elon Musk, on arrête d'apprendre. Parce que je trouve ça un parallèle avec l'intelligence ou la technologie, comme si en fait on prend en compte que la finalité qui est d'interagir avec, mais on ne prend pas en compte tout le processus cognitif qui amène beaucoup plus de choses que juste savoir communiquer avec une personne. Le chemin est aussi important que la finalité, en tout cas je pense. Je dis pas que c'est facile d'apprendre les langues, mais moi j'ai passé énormément de temps, je continue même un petit peu, mais hier on était à un dîner et voilà, il y avait un couple de Napolitains qui nous recevait et ils nous expliquaient qu'à Naples, voilà, il y avait une langue qui était différente d'une langue toujours en Italie, mais qui était située à quelques dizaines ou quelques kilomètres. Je trouve ça fascinant, je trouve ça super intéressant. Et on m'expliquait pourquoi un mot se disait là dans telle partie du territoire et pourquoi de manière différente ailleurs. Ça reflète tellement de choses sur l'histoire. Il faut savoir quand même que l'apprentissage de certaines langues a été condamné dans le passé dans certaines régions du monde. C'était mal vu de parler telle langue à tel moment. Et c'est tellement beau, c'est tellement humain. Et c'est pas pour rien que ce qui sème le trouble depuis le 30 novembre 2022, ChatGPT notamment, mais on a parlé de Perplexity, de Claude, du chat, etc. Ce sont des modèles de langue, c'est-à-dire que c'est une machine qui s'approprie ce qu'on considérait comme être le plus humain du monde. On considérait que c'était le propre de l'homme de pouvoir parler, même si on s'est beaucoup intéressé au langage des animaux, mais on considérait que c'était à nous. Et on voit la machine le faire parfois mieux que nous. On a l'impression de parler à un voisin, une cousine. On a cette blessure narcissique. On va la voir de plus en plus
dans différentes disciplines. Lorsqu'on regarde les progrès qui sont faits aujourd'hui dans les sciences, avec des projets très intéressants, comme par exemple Agents for Science, mais le vertige que peuvent avoir certains scientifiques si vous regardez ce que dit par exemple le mathématicien Terence Tao sur la nécessité de travailler avec la machine, avec l'IA, la résolution de problèmes mathématiques complexes. Si vous écoutez un chercheur très inspirant, très intéressant, médaille d'or du CNRS, comme Stéphane Malin, qui dit il y a 18 mois, on voyait, en tout cas en mathématiques, l'IA nous aider, notamment sur les calculs, et puis aujourd'hui, nous accompagner dans la résolution de problèmes mathématiques complexes. Et puis, on voit aussi la tentation de laisser les machines nous suggérer les équations à relever, les problèmes du millénaire à relever elles-mêmes, et de les laisser peut-être faire toutes seules. Tout ça, il va falloir vivre avec, en réalité. Et je trouve ça très intéressant. Il faut qu'on se prépare à vivre avec un ou une coloc qu'on appelle l'IA, et c'est pas neutre. Tu as sorti ce livre. Si tu devais le ressortir aujourd'hui avec ce qui s'est passé depuis, tu vois, s'il y avait un truc que tu voudrais absolument ajouter, une conviction, un truc, ce serait quoi? C'est vrai que tout se passe très vite. J'ai eu la chance depuis la sortie du livre, mais je vais peut-être l'intégrer dans une version actualisée, en tout cas c'est en discussion. J'ai eu la chance de parler avec Amanda Haskell. Amanda Haskell, c'est une philosophe écossaise qui a été recrutée par Anthropic, donc la maison mère de Claude, pour écrire, alors ce qui est expliqué, défini en anglais et en français comme une constitution pour Claude, c'est-à-dire un manuel de savoir-vivre. En fait, c'est un petit peu comme les lois qu'Isaac Asimov avait imaginées dans les années 40, mais là, c'est un règle de savoir-vivre pour que Claude se comporte bien avec l'humain. Entre autres règles, il y a la volonté que Claude n'aille pas trop vers la flagornerie. Parce que ça, j'aime bien rappeler qu'il y a un super copain, une super copine, une compagne, un compagnon. C'est quelqu'un avec qui on s'engueule parfois, hein, qui nous dit « Non, là, Guillaume, tu déconnes, tu fais n'importe quoi. » Et ça fait partie de la vie. Alors, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais parfois, un bon pote te dit ça. L'IA, en tout cas aujourd'hui, ne te le dit jamais. En tout cas, l'IA conversationnelle. Et c'est super dangereux parce qu'on a vu la promesse des réseaux sociaux où n'importe qui, à l'autre bout du monde, de n'importe quel statut social, pouvait s'adresser à la femme ou à l'homme la plus puissante du monde. Et en réalité, pour faire court, donc le jardinier qui peut s'adresser à Bill Gates, qui lui répond, et tout le monde est content parce que les frontières sont abolies. Mais en réalité, ce qu'on a vu, c'est l'émergence de bulles algorithmiques de plus en plus puissantes qui ont fait qu'il y a plus de 10% de platistes sur YouTube. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers une sagesse collective, on a été vers la création de petites bulles, on a créé de nouvelles barrières, de nouvelles frontières. Et j'ai peur qu'avec l'IA, si elle va trop vers la flagornerie, elle va trop vers ce que vous voulez entendre, en ayant cette promesse assez folle et très dangereuse d'être disponible 24 heures sur 24, y compris lorsque vous venez de soirée à 3 heures du mat, lorsque vous avez le coup de blues du dimanche soir, lorsque vous venez de rompre avec votre ami, eh bien, je pense que le danger, la perspective d'isolement, elle est dingue. Bien sûr que la réponse d'Anthropic à travers cette constitution, elle est totalement critiquable. Amanda Haskell, elle m'a parlé de David Hume, elle m'a parlé d'Aristote. Tout ça, ça peut être mis en cause. Mais je trouve qu'avoir cette réflexion qui va dans la prise de conscience de la responsabilité de ces architectes, parfois géniaux, parfois apprentis sorciers, je la trouve très intéressante. Et on devrait tous s'intéresser à ce qu'il y a dans cette constitution, ce qu'on peut remettre en cause, s'intéresser, en fait, c'est ça qui est assez compliqué, aux conséquences possibles futures de nos actes, de nos choix et de nos investissements actuels en technologie. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.